émission, on poursuit avec Nathan Dever et avec Sarah Salman avec moi dans ce studio. J'aimerais vous faire réagir par rapport à l'une des annonces majeures de notre chef de l'État, Emmanuel Macron, le président qui s'exprimait vers 19h ce soir par rapport à ce défilé du 14 juillet, des menaces qui pèsent sur notre pays. On est dans un moment de bascule. Nous vivons un moment de bascule. Nous en apercevons depuis longtemps l'imminence et ces bascules sont aujourd'hui effectives et sans doute jamais, depuis 1945, la liberté n'avait été si menacée et jamais à ce point la paix sur notre continent n'avait dépendu de nos décisions présentes. Oui, nous replongeons dans des années où l'histoire se fait. C'était donc le chef de l'État, l'une de ses interventions ce soir à l'hôtel de Brienne, c'est le ministère des Armées. Nathan Dever, ça, vous avez certainement suivi ou entendu des échos du chef de l'État, ces différentes annonces, comme ce moment de bascule, c'est un état de fait dans notre état de droit. Oui, alors deux choses m'ont marqué. La première, c'est le diagnostic sur lequel repose cette annonce. Emmanuel Macron a parlé de l'heure des prédateurs. Il a parlé, nous l'avons entendu, du fait que la liberté n'avait jamais été autant menacée qu'aujourd'hui depuis la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, ce doublement du budget de la défense, l'intensification de cette hausse du budget, il l'a justifié, et c'est ça ce que j'ai trouvé intéressant, non seulement par des questions de souveraineté militaire, mais surtout au nom d'un idéal. C'est-à-dire, il s'est placé sous l'égide, implicitement, de ce concept qui s'appelle le patriotisme constitutionnel, pensé notamment par Habermas, c'est-à-dire que quand on défend sa patrie, par notamment la hausse du budget, c'est pas seulement son drapeau qu'on défend, mais c'est l'idéal qui est associé à ce drapeau. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui m'a marqué, c'est qu'il y avait des accents qui faisaient penser un peu au premier discours sur le Covid. Et c'est quand même frappant de voir la manière dont notre époque a pu passer, si vous voulez, complètement à côté de l'importance historique des événements. C'est-à-dire que là, Emmanuel Macron, pour le coup à juste titre, parle d'une menace qui est énorme. Il demande aux citoyens de s'engager, de prendre la mesure de la gravité de cette situation. On peut faire la comparaison avec le fait que les dirigeants politiques d'ailleurs du monde entier, pas seulement Emmanuel Macron, il y a 5 ans, au moment du coronavirus, ont eu exactement les mêmes accents, mais pour une situation qui n'était pas comparable en matière de gravité historique, même s'il y avait une épidémie qui était très dangereuse médicalement, scientifiquement, et qu'il y avait des morts. Et donc c'est ça qui m'a heurté, c'est le retour du tragique. On a cru pendant longtemps... C'est peut-être ça qui fait vendre aussi. Oui, mais c'est une réalité, c'est-à-dire qu'on a cru pendant longtemps, à la suite de la chute du mur, que nous étions dans la fin de l'histoire, dans le grand dimanche de la vie dont parle Hegel, que nous étions dans un moment où il n'y aurait plus du tout d'idéologie, où il n'y aurait plus d'autre horizon indépassable que celui de la démocratie libérale. On est en train de découvrir, et Emmanuel Macron, je trouve, l'a dit extrêmement clairement ce soir, on est en train de découvrir que non. Que, comme l'avait dit André Glucksmann, après la chute du mur, c'est le début de l'histoire. Et que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le retour du tragique et c'est le retour des impérialismes prédateurs qui ont été mentionnés ce soir. Un défilé de nos armées qui aura une coloration bien particulière cette année, donc avec cette menace qui pèse. C'est important d'être présent chaque année pour ce défilé, pour nos armées, de remobiliser l'opinion publique. Sarah Salman. Oui, c'est très important. Après, le discours d'Emmanuel Macron, il avait sensiblement le même l'an dernier. Ça veut dire que c'est effectivement un discours alarmiste. Et si vous êtes alarmiste sur tous les sujets tout le temps, eh bien, la conséquence, c'est que les Français ne réagissent plus. Donc, il y a une gradation dans la sémantique où il essaie toujours de nous alerter, de nous alarmer. Vous mentionnez le Covid à juste titre. Et là, il fait la même chose sur le volet international. Alors après, est-ce que c'est important ? Oui, c'est important. Et moi, je pense qu'il est aussi essentiel de voir l'événement lui-même plutôt que de parler uniquement des éventuels casseurs. Parce que oui, il y en aura. Il y en a souvent, tout le temps. Mais c'est aussi la beauté de l'événement, la dimension nationale. Et je pense que les casseurs éventuels ne doivent pas occulter cette dimension. Sarah Salman avec également Nathan Dever. Merci d'écouter Europe 1 sur Week-end, 20h29. Vous restez avec moi en studio pour cette dernière demi-heure. On va parler ensemble des annonces du chef de l'État, bien sûr, de la nouvelle promotion de la Légion d'honneur. Là, je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses à dire, qui est déjà pas mal, qui va faire pas mal réagir, puisqu'on a des personnalités qui ont été récompensées. Vous allez le voir, comme par exemple Jean-Louis Aubert et d'autres, mais aussi de ce nouveau bateau qui va naviguer vers Gaza avec, après Greta Thunberg et Rima Hassan, 2 députés LFI qui vont sortir la grand voile. On en parle dans quelques instants. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Guillaume Lariche. Toujours en compagnie de Sarah Salman et de Nathan Dever avec moi dans ce studio à la Gardère d'Europe 1. Et donc ce soir, on vient d'avoir le général Trinquant qui était à l'hôtel de Brienne pour suivre le discours d'Emmanuel Macron, les vœux aux armées en cette veille de défilé du 14 juillet. Le chef de l'État qui a rappelé que la défense nucléaire était vraiment une obligation pour notre pays. On l'écoute. Dans notre monde dangereux et incertain, il est un pilier de notre sécurité qui ne vacillera pas, c'est notre dissuasion nucléaire. Totalement et invariablement souveraine, elle garantit notre liberté. Elle a également un rôle dans la sécurité de l'Europe, notre pays, le seul de l'Union européenne, doté de la dissuasion nucléaire. Fort de ce partenariat renouvelé avec le Royaume-Uni, a aussi une responsabilité majeure pour que le réarmement conventionnel de notre Europe soit efficace, crédible et cohérent. Partout en Europe, la force de la France est attendue et partout dans le monde, la liberté est menacée. Alors défendons-la. Nathan Dever, ce parapluie nucléaire, c'est vraiment notre solution à nous pour pouvoir nous protéger ? Oui, et au-delà de ça, je pense qu'il a une fonction. Bon, il a une fonction stratégique qui est évidente, inutile de la répéter pour nos auditeurs qui la connaissent, mais il a une fonction symbolique. C'est-à-dire que dans l'Union européenne, surtout depuis le Brexit, j'ai l'impression que ces derniers temps, c'est vraiment la France qui est en train de prendre le lead. L'historien Raphaël Dohan a dit qu'on revenait à un moment consulaire où c'était la France qui devenait, entre guillemets, la puissance impériale de l'Europe. Pourquoi ? Pour 3 raisons. D'abord parce que nous avons, grâce au général de Gaulle, la dissuasion nucléaire. Et que c'est un atout majeur qui nous place à égalité des très très grandes puissances et surtout des impérialismes qui peuvent éventuellement nous attaquer. La deuxième raison, et ça va ensemble, nous avons une énergie qui, contrairement à nos voisins allemands, ne s'est pas vendue à la dépendance vis-à-vis des Russes. Et la troisième raison, je crois, c'est que depuis en tout cas une quinzaine d'années, les constats géopolitiques de la France ont toujours été extrêmement clairs et extrêmement constants sur la menace russe. Et pour ces 3 raisons, par rapport au moment que nous vivons, à l'exception du Royaume-Uni, où c'est un peu différent, et notamment depuis le Brexit, mais le pays aujourd'hui qui est vraiment à même de donner le là de la politique européenne, d'une politique peut-être demain unifiée de la défense, c'est véritablement la France. La question de l'élargissement du parapluie nucléaire pourrait contribuer, qu'on soit pour ou contre, le sujet n'est même pas là, mais si c'était acté, ce serait dans le cadre de cet élargissement, de l'influence française au sein de l'Europe. À noter, il faut quand même être lucide, que parallèlement, l'influence française peut baisser dans d'autres continents, et notamment dans certains pays d'Afrique, où elle a été remplacée par une influence russe. Mais en Europe, et c'est une bonne nouvelle, nous sommes, je crois, auréolés, non seulement de succès, mais de succès qui sont mérités. C'est tout le souci, c'est justement que la menace, elle est mondiale, elle vient pas que de la Russie, et donc il faut pouvoir répondre à toutes ces menaces. Ah oui, vous avez tout à fait raison. En fait, c'est très simple. Même les pacifistes doivent à un moment reconnaître que quand des puissances nous déclarent comme ennemis, ces puissances deviennent automatiquement nos ennemis. En l'occurrence, quelles sont les puissances qui nous déclarent comme ennemis ? C'est la Russie, premièrement. Deuxièmement, c'est l'islamisme. Troisièmement, alors pas à nous directement, mais en tout cas au camp occidental, dans le cadre d'une guerre économique, en tout cas qui peut s'intensifier, c'est éventuellement la Chine, c'est éventuellement d'autres impérialismes. Et puis plus généralement, depuis que l'impérialisme américain est un petit peu en déclin, nous voyons revenir sur le devant de la scène internationale toutes sortes d'impérialismes qui sont aujourd'hui ascendants et qui sont revanchards et qui veulent reprendre la place de l'impérialisme américain. C'était la thèse notamment défendue par Bernard-Henri Lévy dans l'Empire et les Cinq Rois. Et pour toutes ces raisons, la France aujourd'hui est dans une situation au cœur de toutes ces tensions, avec toutes sortes d'impérialismes qui nous détestent, mais sans doute celui qui nous déteste de la façon la plus radicale, c'est-à-dire qui nous déteste non seulement pour des questions d'intérêt, mais qui nous déteste parce qu'il veut vraiment, de l'intérieur, décomposer, destituer la démocratie représentative qui est la nôtre, et l'état de droit qui est le nôtre, c'est sans doute, et qui le fait de la façon la plus intelligente, entre guillemets, c'est sans doute l'impérialisme russe, en tout cas à mes yeux. Vous écoutez Europe 1 sur Week-end, 20h36, Sarah Salman, donner à la jeunesse un cap pour servir, ce sont l'un des propos du chef de l'État ce soir. C'est essentiel d'arriver à embarquer la jeunesse. C'est essentiel, oui. Après, il faut voir comment c'est fait, parce qu'on a eu la création du service national universel en 2019, et on ne peut pas dire que ça a été une franche réussite. Ça a coûté beaucoup d'argent, il y a très peu de jeunes qui peuvent en bénéficier. On a aussi la réserve opérationnelle, donc là, ça repose sur le volontariat pour les personnes âgées de 17 à 35 ans. Alors ça existe déjà.
Donc voilà, on a déjà 2 choses qui existent. En revanche, concernant est-ce qu'il faut restaurer ou pas le service militaire qui a été non pas abrogé mais suspendu en 2001 par une loi de 97, j'en suis pas certaine parce que financièrement, ça va être un coût exorbitant de remettre tout le dispositif. Et en plus, beaucoup de jeunes n'ont pas envie de faire le service militaire. Et puis, on n'a pas exactement le même contexte. Comment on fait ? On a vu que le service national universel, ça ne marchait pas. C'était que de la com, parce que si la guerre arrive, la guerre est là, on n'aura pas envie de s'embarquer dedans. Si la guerre arrive, il faut s'embarquer, il faut des hommes, faut des moyens. Bien sûr, faut qu'il y ait une formation, mais est-ce que c'est nécessaire de remettre le service militaire obligatoire pour tous ? Je n'en suis pas certaine. On parle de 3 mois pour former mais 3 mois, est-ce que c'est vraiment suffisant ? Parce que dans la réserve opérationnelle, c'est c'est à peu près 30 jours par an. C'est très, très insuffisant quand même. Donc, il y a peut-être une marge entre 30 jours par an, ça peut aller jusqu'à 210, et 10 à 12 mois, c'était le service national le service militaire qui existait auparavant. Donc, il y a peut-être des choses à faire. Et pour les jeunes qui sont, on va dire, désœuvrés ou plutôt délinquants, je pense que 6 mois de service militaire, ça pourrait être pas mal pour les remettre dans le droit chemin. Je pense que ça pourrait être une idée. Donc, une nouvelle version des travaux d'intérêt général ? Le travail d'intérêt général, ça repose sur le volontariat. Vous ne pouvez pas, le travail forcé n'existe pas en France, mais ça pourrait être une possibilité. Voilà, ne pas l'imposer, mais dire à des jeunes qui sont oui, que ça soit pas quand même pensé comme une punition, parce que... Non, de toute façon, le travail forcé, vous n'avez pas le droit au travail forcé en France, mais que ce soit une possibilité, qu'il y ait une rigueur, qu'il puisse avoir la chance de se réinsérer, puisqu'un des principaux problèmes du milieu carcéral, c'est la récidive et l'absence de réinsertion derrière. Le service militaire pour vous, Nathan Dever ? Moi, je suis contre pour plusieurs raisons. La première, une raison entre guillemets militaire. Le temps des armées de conscription, même si ça existe toujours dans certains pays, me semble passer à côté de la réalité de ce que deviennent les guerres. Regardez la manière dont, alors en Ukraine, toute l'utilisation des drones et le fait que la guerre en Ukraine, on en parle peu, mais c'est une guerre de tranchées, c'est aussi une cyberguerre. Mais le meilleur exemple, ce serait la guerre qui a eu lieu, la guerre de 12 jours en Iran. Vous n'avez pas besoin là d'une armée de service militaire, de recrutement universel, puisque tout se joue avec des renseignements, avec des choses extrêmement ciblées, etc. Je crois que on peut avoir une excellente armée tout en ayant une armée de métier et une armée de spécialisation. Et la deuxième raison, c'est une raison éducative. Qu'il y ait des gens aujourd'hui qui puissent avoir entre guillemets une carence éducative, soit dans des cadres de parcours de délinquance, soit même de des gens qui sont jeunes, qui sont un peu paumés, etc. Alors le volontariat, ça existe, et ça c'est vraiment formidable. Mais je crois que le vrai combat, si on veut restaurer l'éducation, c'est avant tout de reconstruire une éducation nationale digne de ce nom, à l'école. Et je ne suis pas sûr que ce soit à d'autres institutions, à l'armée ou à je ne sais qui, de se substituer à l'éducation nationale. Il y a aujourd'hui une baisse des niveaux, il y a aujourd'hui une école qui est dans une situation vraiment extrêmement difficile. Je trouve qu'on n'en parle pas assez d'ailleurs dans le débat public. Et je m'agace un peu de toutes ces mesures qui sont proposées par certains à des fins éducatives, mais qui ne sont pas des mesures éducatives. Il faut rétablir une instruction de qualité, méritocratique, républicaine en France, et elle est vraiment affaiblie. C'était ce que proposait Sarah, mais ça peut aussi avoir ce service militaire revu et pas forcément corrigé, et c'est pas forcément pour répondre à un problème sociétal. Ça peut être aussi un engagement personnel de personnes qui ont envie de de toute façon, il faut que ça repose sur le volontariat. Exactement. Si on veut que ça marche. Oui, mais pas en contrepartie d'un problème qu'on aurait pu causer. C'était ça aussi. Ça peut être comme les réservistes, parce qu'on a réserve opérationnelle, vous avez quand même un salaire qui est bien plus conséquent que dans le service national, où c'était, le service militaire qui existait auparavant. C'est à peu près entre 50 et 120 euros par jour. Alors, je sais qu'il ne faut pas forcément comparer par rapport aux autres pays, mais quand on regarde en Europe, depuis l'invasion en Ukraine par la Russie, plusieurs pays de l'Union ont déjà sauté le pas. Lettonie, Serbie, encore la Croatie ont introduit le service militaire. Le Danemark l'a même rallongé de 4 mois. D'autres nations comme la Belgique, l'Allemagne ou les Pays-Bas ont ouvert le débat. La France, donc, on ouvre le débat on l'ouvre aussi, à votre avis? Oui, est-ce que est-ce que les autres pays de l'Europe ont eu raison de le faire? Après, je ne connais pas particulièrement ça devrait peut-être les autres pays, nous forcer à nous mais activer c'est pas parce que tout le monde le fait qu'il faut le faire aussi. On peut s'interroger et voir est-ce qu'on en a besoin, est-ce que c'est utile et qu'est-ce que ça va nous coûter aussi, parce que financièrement, je le rappelle, on a quand même quasiment 9 Français sur 10 qui sont pour. Hein. Oui, mais c'est nous qui payons aussi, donc faut aussi prendre ça en compte. C'est-à-dire que si on remet le service militaire, ça va coûter extrêmement cher. Voilà, on a vu avec le service national universel ce que ça coûtait, c'est un gouffre financier pour des résultats qui sont médiocres. Donc c'était que de la com. Que de la com pour vous aussi, Nathan Dever?
Je pense qu'il y a une question aussi de niveau de menace. Les pays qui sont limitrophes de la Russie ont la crainte qui est rationnelle, qui est étayée sur des menaces qui sont tout à fait probables, la crainte d'être envahis demain et de subir demain ce qu'a subi l'Ukraine en 2022. Donc eux qu'ils songent à rétablir le service national, bien sûr. Alors que d'autres pays européens, je crois que vous citiez les Pays-Bas ou la Belgique, puissent aussi avoir cette réflexion, pourquoi pas. Je me trompe peut-être. Effectivement. Je me trompe peut-être, mais de mémoire, en Suisse, il y a un service national obligatoire, alors que c'est précisément un pays qui est neutre et qui n'a pas d'histoire militaire extérieure. Mais encore une fois, je crois que ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est d'avoir une armée de grande qualité, une armée qui investit sur sa souveraineté militaire pour pouvoir résister à des guerres d'influence, à des guerres lointaines, etc. La perspective, on n'est pas exactement dans la même situation que les pays qui se trouvent vraiment à côté des frontières russes. Oui, pour la Suisse, il y a eu plusieurs votations justement pour abolir le service militaire et à chaque fois ça a été refusé et les Suisses ont voté pour le maintien justement du service militaire.